Et on va donner la parole tout d'abord, avant la séance d'aujourd'hui, à Bernard Langlinger, qui est président d'une commission de travail qui est à l'Académie de médecine. Mais comme c'est un chirurgien, il va parler ici non pas en tant qu'Académie de médecine, mais en tant que membre de l'Académie de chirurgie. Et il a fait un groupe de travail extrêmement intéressant sur les big data au départ en cancérologie, et puis maintenant ça s'élargit un peu à la médecine, et notamment sur l'intérêt de ces mégadonnées, je ne sais pas le mot qu'il va utiliser, et le débouché sur l'intelligence artificielle, ce qui me permet de vous rappeler que j'ai dit qu'il fallait, en dehors de cette technisation, garder l'humanisme nécessaire pour la faire évoluer d'une meilleure côté. Merci pour cette introduction, Richard. Merci pour l'invitation. Alors, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous parler de chirurgie, je ne vais même pas vous parler de médecine, et je vais vous parler de maths. Alors, c'est toujours plus facile quand on parle de choses qu'on ne connaît pas. Et puis, je m'excuse aussi un petit peu auprès de ceux qui ont déjà entendu parler du sujet, mais ça change progressivement et on avance. Donc effectivement, on a monté à l'Académie de médecine un groupe de travail qui s'appelle l'état mathématique et big data ou mégadonnées en santé, en prenant l'exemple de la cancérologie, mais qui est assez représentatif, et donc ça aurait pu être autre chose, mais c'est représentatif de l'ensemble des applications possibles. On peut aussi appeler ça l'intelligence artificielle, comme personne ne sait à quoi correspond la définition, donc c'est à peu près la même chose. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les big data, ou en français les mégadonnées, c'est pas un terme très joli non plus. C'est l'ensemble des nouvelles méthodes, enfin, il y a des différents termes, là on appelle comme ça, l'ensemble des nouvelles méthodes mathématiques et statistiques qui permettent la collecte de ces données, leur stockage, leur analyse et leur utilisation afin d'améliorer les connaissances et, dans ce qui nous intéresse, la prévention et le traitement des cancers. Alors, le groupe de travail qu'on a monté avait pour but de permettre la rencontre de médecins de l'Académie de médecine et de scientifiques, de mathématiciens, de l'Académie des sciences. Et puis, un deuxième objectif s'est ajouté, c'était de préparer avec Cédric Villani la partie santé du rapport qu'il doit remettre au gouvernement le 30 mars sur l'intelligence artificielle. Donc, on est partie prenante sur la partie santé de ce rapport. Ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est ce qui est dû à l'explosion du volume des données collectées, c'est-à-dire qu'elles viennent de partout, d'Internet, des objets connectés, des téléphones, de votre carte Visa qu'on vous utilisez partout. Et en 2020, les chiffres ne disent pas grand-chose, mais le trafic total des données, ça se mesure en zettabytes, c'est-à-dire en milliards de milliards. C'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2015, ça monte à toute vitesse. Et tout ça, c'est possible grâce aux grandes capacités de recueil des ordinateurs, de stockage, et aussi le transport de ces données dans des très gros tuyaux. Et c'est aussi possible grâce au perfectionnement des méthodes d'analyse, ce qu'on appelle les algorithmes. Les algorithmes, c'est une suite d'opérations qui permet de résoudre un problème. Et ces algorithmes sont de plus en plus perfectionnés, je vais vous en dire quelques mots. Alors pour commencer par les données. Les données, elles sont partout. Elles sont entreposées dans des bases publiques, dans des bases privées, dans ce qu'on appelle les nuages, c'est-à-dire les gros ordinateurs centraux. Et souvent, elles ne sont pas organisées pour la recherche, parce qu'elles n'étaient pas prévues pour ça, et inutilisables dans l'état, donc elles ont besoin d'être nettoyées pour ça. Ces données, c'est les traces que nous laissons tous sur les gens de l'Internet, Google, Facebook, Amazon. C'est encore une fois les objets connectés. Chaque fois que vous servez votre téléphone portable, vous laissez des traces. La banque, quand vous communiquez avec votre banque, vous laissez des traces. La pharmacie, quand vous allez utiliser votre carte vitale chez le pharmacien, vous laissez une trace. Les assurances, partout. Et certains parlent d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire on passerait de l'ère de la possession des données, chacun a sa base de données, à l'ère du partage des données,
Alors là, à voir, ça c'est un beau principe. Hier, on a eu une réunion de 2 heures avec les représentants de l'entrepôt de données de la PHP. On n'est pas tout à fait encore au partage. Et par exemple, il y a les données de la PHP d'un côté, il y a les données de l'assurance maladie de l'autre, et puis les bases de données ne sont pas partagées, parce que les patients figurent dans les deux. Alors, il y a des tas de nouveaux outils. Il y en a un dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la blockchain. On en parle parce que on en parle à propos d'une nouvelle monnaie informatique, on appelle ça une crypto-monnaie, le Bitcoin, qui est une monnaie qui sert à pas mal d'échanges. En gros, le principe de la blockchain, c'est qu'on partage des bases de données. C'est plus l'administrateur de la base de données qui a le pouvoir. Les bases de données sont accessibles à tous pour les voir, mais personne ne peut modifier les données de l'autre. Et dans le cas des monnaies et du Bitcoin, le problème c'est que c'est anonyme et que toutes ces transactions se font sans qu'on sache qui les fait au départ et à l'arrivée, que ça permet beaucoup d'argent d'être échangé sans contrôle. Alors dans ces données, il y a des données structurées, c'est-à-dire chiffrées, des résultats, 1 ou 2, et puis il y a tout ce qu'on appelle les données non structurées, c'est-à-dire les vidéos, les enregistrements vocaux, les textes non numérisés. Pour l'instant, ils ne sont pas très utilisés. Il y en a énormément et leur exploitation dans un avenir proche a une très grosse valeur ajoutée. Ça pose des tas de questions. Est-ce qu'on peut remplacer la qualité? On a tous été habitués dans les travaux qu'on fait en médecine, en chirurgie, par l'importance de la qualité des données si on veut pouvoir tirer des conclusions. Et là maintenant, une question qui se pose, c'est est-ce que la grande quantité des données qu'on va vouloir analyser peut compenser une qualité imparfaite? A priori, on dirait non. C'est pas si évident que ça. Et donc la question, c'est est-ce que l'exhaustivité permet d'être moins exigeant sur les exactitudes des informations, d'autant plus qu'il y a des algorithmes maintenant qui permettent de retrouver des données manquantes et donc de pouvoir compenser certaines insuffisances. L'accès aux bases de données. Alors les données publiques de santé en France, la loi des décrets sont parus en décembre 2016, SNDS, ouvre les mégadonnées publiques de santé à la recherche. Alors ces données, initialement, elles étaient destinées, c'était des données de carte vitale, vous allez chez le pharmacien, les feuilles de soins, elles étaient destinées uniquement à des remboursements. Maintenant la question, c'est comment on va pouvoir utiliser ça à des fins de recherche. Alors le SNIRAM, c'est compliqué, ça veut dire Système National Interrégime, etc., de l'assurance maladie, qui recoupe les données donc, de l'assurance maladie, du PMSI, du registre des décès, de la caisse de solidarité. On a un énorme registre qui est unique au monde. Actuellement, les experts de la CNAM travaillent sur les conditions d'accès et tout l'intérêt de ça dépendra de l'équilibre entre ouverture à la recherche et protection précaution. Il y a dans notre groupe, on en a parlé, la question c'est, toutes ces données sont rendues anonymes, mais quel est le risque de pouvoir retrouver l'identité même quand ça a été anonymisé? Vous savez que plus il y a de données, plus on peut recroiser et retrouver l'identité de la personne. Donc pour l'instant, tout n'est pas résolu. Alors il y a aussi les registres, je viens d'en parler, les registres des hôpitaux, de la PHP, de Curie, d'IGR à Paris par exemple, de groupes de recherche, d'atlas de données qui sont faits pour ça, et puis l'ASCO par exemple pour le cancer a aussi un registre qui est les algorithmes. Alors les algorithmes, ça vient du nom d'un mathématicien perse du 9e siècle. Et donc ces algorithmes, encore une fois, c'est des suites d'opérations qui permettent de résoudre un problème et qui permettent de classer de l'information, de personnaliser la publicité. Par exemple, quand vous allez sur Internet pour regarder quelque chose sur une voiture, vous êtes tous surpris de recevoir des publicités sur d'autres marques de voitures. Ce n'est pas le hasard, c'est parce qu'il y a des algorithmes qui vous ont ciblé, qui ont vu que vous vous intéressiez à ça. Donc ça permet actuellement aussi la recommandation de produits, le ciblage des comportements, l'orientation des déplacements. Votre GPS de voiture, il a appris où vous pouviez vouloir aller. Et bien entendu, comment ça marche en cancérologie, on va le voir. En plus, maintenant, les machines s'adaptent aux tâches. C'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout leur rentrer dedans. Elles vont s'adapter à force de faire une tâche, à pouvoir la répéter, même si on ne l'a pas prévu au départ. Alors, par rapport à un esprit humain, c'est pour ça que là, je parlais de la terminologie intelligence
artificielle, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'une intelligence humaine, elle peut aller chercher des informations ailleurs que ce qu'on lui a donné au départ, alors qu'un ordinateur, il peut être nourri que de ce qu'on lui a donné. Il y a aussi le deep learning. Alors le deep learning, ça fait appel à des techniques d'apprentissage qui utilisent les réseaux de neurones. Je ne sais pas si c'est une minute, je vais essayer de vous expliquer. Il y a un bon exemple, c'est pour les voitures autonomes, il faut qu'elles sachent ce que c'est qu'un signal stop. Parce que si elles ne s'arrêtent pas quand il y a un signal stop, c'est un problème. Alors en gros, si on veut faire simple, il y a plusieurs façons. Soit on rentre à la main dans l'ordinateur, un stop c'est comme ça, et puis on lui met dans le logiciel de la voiture, mais dès que le signal stop sera mal fichu, qu'il y a du brouillard, qu'il y a marqué qui dessus, elle ne trouvera pas. Deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage statistique. On va lui mettre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de photos de signaux stop, et une fois qu'elle aura appris ce que c'est, elle a moins de risque de se tromper. Mais quand même, s'il y a du brouillard, ou si vraiment les conditions ne sont pas bonnes, elle risque de louper. Et alors c'est ce qu'on appelle le deep learning. Elle va faire avec un réseau de neurones, le premier réseau, la première couche de neurones par exemple, va dire je cherche quelque chose qui est rouge. Et donc tous les pixels qui correspondent à une autre couleur que le rouge, ça s'en ira et on sortira un seul. Deuxième couche de neurones, on cherche quelque chose qui est octogonal. Si un stop, c'est octogonal. Et donc tout ce qui n'est pas octogonal, ça sortira. Troisième couche de neurones, il faut un S, etc., un T ensuite. Et comme ça, on a beaucoup moins de risques d'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est un petit peu une façon simple de le dire. Alors, en cancérologie, pour certains, la recherche change de paradigme. Alors, on sait que la séquence en recherche en cancérologie ou en tout, hypothèse préclinique, études cliniques phase 1, phase 2, phase 3, s'essouffle parce qu'il faut des tels échantillons qu'on n'y arrive plus, que ça coûte très cher, que la plupart des études sont négatives. Et donc, il faut trouver une autre solution. Et l'autre solution, ça va être les plateformes, les banques de données. Et c'est à partir de là que, pour les analyser, il faudra faire appel aux techniques de big data et d'intelligence artificielle. Maintenant, les études, beaucoup plus qu'une maladie, cancer de l'estomac par exemple, ciblent une anomalie génétique. Par exemple, une surexpression, pour parler du cancer de l'estomac, de HER2. Voilà. Et plus un organe. Et puis il y a des tas de nouvelles méthodes avec ce qu'on appelle les essais parapluies ou les essais avec un patient qui sert à son propre témoin. Donc grâce à ces nouvelles modalités d'analyse statistique, on va pouvoir avoir des tas d'autres moyens de faire de la recherche médicale. Du génotype au phénotype, bien entendu, c'est ce qui nous intéresse, les plateformes qui sont utilisées pour permettre de croiser les bases de données cliniques et génétiques et identifier dans les tumeurs les marqueurs génétiques qui contrôlent la prolifération tumorale. Encore là, c'est une question de quantité. Quand on en a un, on peut dire ça peut être ça. Quand on a 10, on commence à avoir une idée. Quand on a 10 000 ou des centaines, là, on a une quasi-certitude. Ces méthodes, elles permettent aussi le partage des résultats expérimentaux des différents laboratoires et donc d'augmenter la puissance statistique. Et ça a donné l'essor à des quantités de start-up et un foisonnement de start-up qui se basent sur ces techniques de biologie. Par exemple, là, c'est un exemple, une start-up qu'on avait fait venir pour l'écouter. En 2011, ils ont vendu à 350 hôpitaux dans 28 pays des services d'analyse et d'interprétation des profils génomiques de leurs patients atteints de cancer, que les hôpitaux peuvent récupérer et après mettre en face des données cliniques, c'est-à-dire phénotypes. Ce qu'on appelle le data mining. Le data mining, vous entendrez parler, c'est en gros la recherche de pépites, ça veut dire prendre des données, demander à l'ordinateur de les analyser et d'essayer de retrouver des corrélations méconnues, des signaux defects qui auraient été par exemple méconnus dans d'autres études. Alors les résultats, ça peut donner tout et n'importe quoi, et bien entendu, après il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que si on ne comprend pas pourquoi, on va avoir des corrélations qui veulent dire n'importe quoi. Il y a un site sur Internet qui s'appelle Spurious Correlation, où on met l'âge du capitaine et n'importe quoi, donc il faut quand même une intervention humaine. Donc plus vraisemblablement, plutôt qu'une réponse, le data mining, c'est à la fouille de données, fournira des hypothèses à valider par de nouvelles études, par exemple des études de phase 1 en cancer. Dans le domaine du médicament, il y a des possibilités aussi importantes, par exemple, pour réduire le coût des médicaments. Alors là, c'est
des documents que j'avais retrouvés sur un site de Morgan Stanley. Le coût estimé actuel pour un nouveau médicament approuvé, en prenant en compte tous ceux qui des recherches qui ont loupé, c'est 2,6 milliards de dollars. Et on ne se rend pas compte, mais près des 2/3, c'est les études cliniques là-dedans. Et alors l'idée, c'est que grâce à l'identification précoce avec ces techniques des causes d'échec ou de toxicité, il est possible de pouvoir raccourcir et donc d'abandonner certaines études plus tôt et donc de faire des économies substantielles et aussi bien sûr grâce au ciblage par des biomarqueurs comme on l'a dit tout à l'heure. Alors certaines startups utilisent les algorithmes pour évaluer des études publiées considérées comme négatives, mais avec des plus grands chiffres, avec les nouvelles méthodes, on peut aller trouver des signaux faibles qui vont permettre de relancer un médicament ou un agent qui avait été considéré comme à mettre aux oubliettes. Et puis il y a la question de la pharmacovigilance, bien entendu, pour laquelle les bases de données peuvent être utiles et qui pose aussi la question des réseaux sociaux, mais en disant attention danger. Vous pouvez imaginer, par exemple, l'Académie de médecine s'est beaucoup intéressée au vaccin. On peut créer n'importe quoi sur un réseau social, et à partir du moment où quelqu'un l'a écrit, les autres vont dire je vais alloquer sa publication de mon vaccin, donc danger. Aide au diagnostic et au traitement. Alors ça suscite beaucoup d'intérêt. Les géants de l'Internet, ils s'y sont tous mis. À la santé, au cancer, grâce aux données qu'elle collecte à partir des objets connectés ou des contrats avec les hôpitaux. Alors avec plus ou moins de succès, par exemple Google avait fait un contrat, enfin une des succursales de Google avec des hôpitaux anglais pour des patients avec une insuffisance rénale, et puis ils ont utilisé les données à l'insu des patients pour d'autres choses, et donc le contrat a été annulé. IBM était venu nous présenter un peu les données de Watson. Pour l'instant, c'est un petit peu décevant. Ils arrivent à faire, ils disent on remplace les docteurs qui ne veulent pas regarder 4000 publications par an, sauf que les docteurs, ils n'en regardent pas 4000, ils regardent celles qui soient les plus intéressantes. Voilà, et donc certains disent les patients n'ont plus besoin de docteurs, ils pourront directement aller regarder sur Internet et prendre le contrôle de leur santé. Évidemment, ça c'est des fantasmes avec lesquels on n'est pas d'accord. Alors, en épidémiologie, les big data et les algorithmes permettent bien sûr d'améliorer l'efficacité des méthodes d'épidémiologie pour identifier des facteurs de risque de cancer, l'environnement, la pollution, ça on imagine très bien. Non, les données des téléphones, par exemple, elles permettent d'indiquer les regroupements de population, et donc savoir là où il y a des risques d'épidémie. Et puis on revient aux réseaux sociaux. On avait reçu le spécialiste de Monsieur Recherche de Facebook, qui est un Français qui a été recruté par Facebook, et qui disait que par exemple, on avait quelques doutes qu'ils avaient pu empêcher des gens de se suicider parce qu'ils tenaient sur leur page Facebook des propos un peu dépressifs, ce qui veut dire aussi qu'ils regardaient les propos personnels des gens. Voilà, bon, donc c'est à voir. Alors, dans le domaine imagerie et modélisation des tumeurs, il est évident que les nouvelles méthodes apportent un plus considérable dans l'analyse d'images, l'échographie, le scanner, l'IRM. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ça. L'analyse maintenant, elle descend au niveau du pixel. Et en scanner, PDF, le pixel, il est moins d'1 millimètre. Ce qui veut dire qu'un radiologue ne peut pas aller jusqu'à cette définition-là. Et donc, il est très probable que les machines vont être une aide considérable au métier de radiologue qui va devoir s'adapter à ces nouvelles méthodologies. Alors, il y a aussi l'imagerie fonctionnelle. On injecte des produits comme le PET scan ou l'IRM fonctionnel, l'imagerie moléculaire, couplée à des biomarqueurs marqués. Et puis, il y a tout un domaine, je vais vous montrer quelques exemples, de modélisation de la progression des tumeurs et des métastases, qui permet à partir des caractéristiques à l'instant T0 et à l'instant T1 de modéliser la progression de la tumeur et donc de pouvoir adapter le traitement. Alors ça, c'est une start-up une entreprise qui s'appelle Median, par exemple, qui arrivait à remplacer un foie par un alignement de tuiles et qui, avec les caractéristiques de chacune de ces tuiles, pouvait répondre à une question que se posent tous les hépatologues: est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est malin? Et apparemment, ils avaient une bonne proportion de concordance.
ça, c'est le travail d'une équipe de Bordeaux, Thierry Collin, qui m'a prêté ces métastases, et ces images, qui permettent de prédire la croissance des métastases pulmonaires. Alors voilà, par exemple, vous avez une métastase pulmonaire au temps T0, et puis vous avez la prédiction qui est entourée, il y a une flèche. Alors là, vous avez, à partir du temps T0, vous avez 2 temps, et puis après, le logiciel va calculer la prédiction. Là. Et puis, vous voyez, par exemple, la validation, voilà exactement ce qui s'est passé. C'est un malade qui n'avait pas eu de traitement. Alors, dans un cas avec chimiothérapie également, en fonction des risques, ça peut être couplé maintenant aux caractéristiques cellulaires. D'ailleurs, on prend la taille à T0, après le début de la chimiothérapie, et puis on fait une simulation pour n'importe quel temps, qui va vous donner une moyenne ici et un écart type, et vous voyez que la valeur réelle tombe dans l'écart type, donc c'est vraiment un outil qui peut être extrêmement utile pour adapter les traitements en fonction de la progression. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'était la courbe de concordance entre les mesures calculées et les mesures exactes. C'est sur des patients de l'Institut Bergonié à Bordeaux, vous voyez qu'il y a une bonne concordance. Alors par exemple, pour vous montrer ce que ça fait en 3D, ce n'est pas des images fabriquées pour un laboratoire pharmaceutique, ça sort d'un ordinateur, vous voyez la métastase qui croît. Et ça, c'est en fonction du temps, donc à un instant T, on peut savoir à peu près à quelle taille elle sera. Ça permet aussi, ils ont aussi travaillé sur la croissance des méningiomes pour calculer la croissance à un instant ultérieur à T1. Quand on connaît la cinétique de développement, c'est-à-dire qu'on a mesuré à T0 et T1. Et vous voyez que là aussi, par exemple, il y a une bonne concordance, parce que ça, c'est le départ. Ça, c'est le calcul, vous voyez la bande verte avec la moyenne, et voilà la valeur mesurée qui est là, et qui, en rouge, la surface prédite, en bleu, la surface réelle. Là, c'est encore en 3D. Est-ce que vous pouvez passer là? Voilà. Voilà, alors ça c'est un méningiome qui va vous montrer non seulement la taille de la tumeur, mais la compression du parenchyme cérébral à côté. Vous voyez. Et sur les plus petites, vous avez à gauche la tumeur qui croît, et à droite le parenchyme cérébral qui est déplacé, ce qui permet donc d'évaluer les conséquences neurologiques. Et la validation pour les méningiomes, qui est à peu près comme tout à l'heure pour les métastases. Voilà, donc c'est des outils formidables et on avance avec c'est extrêmement intéressant. Alors bien entendu, tout ça n'est pas sans pouvoir poser des problèmes éthiques et qui posent la question du contrôle des données, de la protection des données personnelles. Donc nous laissons partout, en vivant à notre époque, en utilisant Internet, je vous dis notre carte bancaire, notre carte vitale, des traces d'informations personnelles. Ces données, qu'elles soient consenties ou non, elles sont collectées, elles sont parfois diffusées ou même vendues à notre insu. Et on a coutume de dire que sur Internet, le service est gratuit, nous sommes le produit. En principe, chacun est propriétaire de ses données personnelles. Pour les utiliser, on les anonymise ou on les pseudonymise. Bien entendu, toute la question, je voulais vous en parler tout à l'heure à propos des données de la PHP, c'est quels sont les risques de réidentification. Et plus on a l'information, de nombreuses informations sur une personne, plus on a des chances de pouvoir la réidentifier. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est de trouver le juste équilibre entre pas de contrôle, ce qui n'est pas possible, et trop de contrôle, ce qui va stériliser la recherche. Et c'est donc le rôle de la CNIL. Et l'UNESCO se penche là-dessus il n'y a pas longtemps. On m'avait demandé de relire un projet de rapport de l'UNESCO sur ce sujet.
Alors, à titre d'information, par exemple, ça vous dit aussi sur le sujet, ça vient de Morgan Stanley aussi, la vulnérabilité des objets connectés. IoT, c'est Internet of Things. Alors, vous voyez par exemple là, que par exemple, si vos petites filles ont des poupées Barbie, ben, il y a des poupées Barbie qui ont dû être retirées du marché parce qu'elles avaient un logiciel qui renseignait la firme sur ce qui se passait à la maison. Alors, les pompes d'infusion de chimiothérapie, là, c'est un peu moins surprenant. Les imprimantes, certaines voitures, les types aussi, et puis il y a même des télévisions de certaines marques qui ont dû être retirées parce qu'il y avait un programme sur ces téléviseurs qui permettait aux fabricants de savoir ce qui se passait dans le salon quand on regardait la télé. Voilà, donc tout ça c'est des risques, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être contre le programme, il faut en être conscient. Donc en conclusion, donc, ces nouvelles méthodes mathématiques, elles font partie de la cancérologie, elles font partie de la médecine, le potentiel est bien entendu énorme. Est-ce qu'elles vont bouleverser la cancérologie, l'améliorer plus modestement? Personnellement, je pense que c'est un outil formidable, ça va nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Ça ne va pas être la catastrophe que certains peuvent annoncer. L'homme restera le commandant et il sera à la manette, mais il faut que nous, médecins, chirurgiens, nous apprenions à connaître ces méthodes, à les utiliser pour améliorer la prise en charge des patients et puis éviter les écueils dont je vous ai parlé. Et puis, c'est sans fin, parce qu'après ça, maintenant, il y a les sauts de quota, et c'est encore une autre étape qui va arriver. Et donc, il faut continuer à s'intéresser à ça. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Bernard. Comme c'est une conférence, on ne va pas faire de questions, Bernard. Je me permets de dire ce que tu ne dis pas modestement, c'est que son groupe de travail continue à réfléchir et qu'il y aura même probablement une publication. Donc vous pouvez interroger Bernard ultérieurement. Enfin, il n'a pas fini de nous évater sur ce sujet, donc on lui fera sûrement appel à la fin de l'année pour faire d'autres présentations sur ce sujet. Alors moi, j'ai trouvé ça amusant de me mettre à ça. J'en avais un peu marre de raconter les mêmes histoires de métastases partout. Et donc voilà, ça change un peu, mais effectivement, le groupe de travail nous a demandé de faire un livre, et donc ça permet de fréquenter des mathématiciens aussi, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup Bernard, et donc suite au prochain numéro pour cette évolution des big data, du cancer et de l'intelligence artificielle, et on passe à la séance du jour.